Donc, dernière table ronde de cet après-midi, donc, consacrée donc, à la poursuite de notre discussion sur l'appropriation des enjeux au sein des établissements. Donc, on était la formation, on n'a pas forcément pu aller jusqu'à la formation continue. J'ai eu des questions aussi en marge et ce sera sans doute un sujet qu'on va pouvoir aussi reboucler. De manière concrète, des tentatives, des expériences qui témoignent de volonté de partenaires sociaux. On est un syndicat. De relever les défis écologiques et sociaux qui s'imposent à nous. Pour cette dernière table ronde, donc, on poursuit avec la modération de Mouna Sereau et Isabelle Gross. Et donc, je passe la parole à Isabelle. Merci. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Robion, qui est consultante économique et sociale au cabinet Syndex. Yann Valeur, qui est directeur général de la page Langage et Intégration, qui est aussi secrétaire national de la section des cadres de direction du secteur privé du Syncas CFDT. Et enfin, nous accueillons Véronique Jarry, qui est directrice des ressources humaines et des formations au CHU de Rouen. Donc, dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Sabine Robion, donc, qui est au cabinet Syntex, cabinet qui a travaillé, à qui la CFDT a confié récemment une étude sur les pratiques possibles du dialogue social en entreprise concernant la transition écologique. Donc, Madame Robion, vous êtes là pour nous rappeler l'importance du dialogue social comme voie prioritaire pour accompagner ou transformer les établissements face aux enjeux climatiques. Et nous vous laisserons la parole. Merci. Alors, je vous remercie. Tout d'abord, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette table ronde et d'intervenir sur ce sujet. Alors, j'ai fait le choix sur la question du dialogue social et environnemental de présenter mon propos en deux temps. Le premier temps, où en est-on aujourd'hui? Et le second temps, quels leviers pratiques activer? Et on parlera de l'accord national qui a été signé par la CFDT et aussi l'étude qui a été rappelée dans les propos introductifs. Alors, avant de parler où on en est aujourd'hui, peut-être un point d'éclairage sur le cadre légal, parce qu'il a évolué concernant la place de la transition écologique. Alors, le cadre légal, il vaut aussi bien pour le secteur privé que sur le secteur public. Concernant le secteur privé, on a la loi Climat et Résilience de 2021 qui constitue véritablement une avancée sérieuse et qui offre aux élus représentants du personnel les prérogatives en matière environnementale et en tout cas une pleine légitimité sur ces questions. Et cette légitimité, on va les retrouver à différents niveaux. Au niveau des consultations récurrentes, aujourd'hui, ils ont vocation à être consultés dans les 3 temps, y compris sur l'impact environnemental de l'activité. Dans les blocs de négociation, donc là j'ai fait le choix dans le diaporama d'en reprendre une, qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels, puisque c'est une vraie question pour certaines filières d'activité où la transition écologique va poser la question peut-être de la disparition de certains métiers, de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers verts ou des métiers verdissants. Et tout ça, ce sont des évolutions en termes d'emploi et de parcours professionnels qui s'accompagnent et qui doivent être anticipées, notamment via le volet de la négociation. Et avec ces blocs de compétences, on a aussi des moyens qui ont été ajustés, et j'y reviendrai aussi plus tard dans mon propos. L'un des moyens qui a été ajusté, c'est les moyens en termes d'information, puisque la base de données économiques et sociales, aujourd'hui, est censée être nourrie d'informations environnementales plus complètes. Alors, dans le secteur public, on a l'ordonnance du février 2021 qui est venue aussi étendre les thèmes de négociation. Donc là, j'ai repris in extenso dans le diaporama les champs qui ont été étendus. Aujourd'hui, la négociation porte y compris sur la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources de l'environnement et la responsabilité sociale des organisations, donc un champ extrêmement étendu.
Et un dernier point côté pouvoir public, puisque la transition écologique prend une place de plus en plus importante. Alors, on a un cadre légal qui se renforce, qui vaut pour tous les acteurs économiques, mais qui vaut aussi pour les acteurs de la santé, du médico-social. On a le décret tertiaire qui impose une trajectoire d'efficacité énergétique sur les questions bâtimentaires. On a la loi Egalim qui a été rappelée tout à l'heure sur la question de la restauration. On a des lois aussi qui impactent les établissements sur la question du plastique. Et puis, je voulais aussi citer la feuille de route de la transition écologique en santé qui a été sortie par le gouvernement en mai 2023, il me semble. Alors, 2023, c'est une année particulière puisqu'il y a beaucoup de feuilles de route sectorielles qui ont été publiées et qui visent à nourrir la stratégie nationale bas carbone de la France. Cette feuille de route, elle est peut-être intéressante à deux titres. Elle pointe les enjeux, on va dire, de décarbonation du secteur. Elle reprend tous les chiffres du Shift Project en termes d'empreinte carbone, mais on a une vision strictement carbone et pilotage carbone. Donc la question de l'adaptation au changement climatique est totalement absente. Et puis la question du dialogue social n'y figure pas non plus, mais pourtant cette feuille de route décline 7 champs d'action qui toutes ont vocation à être discutées et aussi négociées. Par exemple, la question des mobilités. Le plan de mobilité a vocation, par exemple, à être négocié. Je passe sur où en est-on aujourd'hui et quels sont les constats qu'on peut faire et qui ressortent de nos différentes enquêtes. Le premier constat que l'on fait, c'est que le sujet n'est pas encore assez abordé en entreprise. Donc là, c'est le résultat de notre dernière enquête qu'on a menée en septembre, donc il y a 2 mois. Et 83% des répondants considèrent avoir peu ou pas de dialogue sur les sujets environnementaux. On sort aussi une enquête de façon régulière avec l'IFOP depuis 5 ans, une enquête qu'on appelle baromètre social, qui est assez, en termes de méthode, avec un panel assez représentatif, y compris une enquête auprès des personnes en fonction de direction. Et ce qui ressort de l'enquête de début d'année avec l'IFOP, c'est que les directions semblent dubitatives sur la légitimité du CSE sur le sujet, en privilégiant une approche descendante de la RSE. En tout cas, c'est les constats qui ressortent. Côté information, je l'ai évoqué, on a un décret qui est venu fixer un peu le contenu minimum de l'information à communiquer aux représentants du personnel, donc sur l'utilisation durable des ressources, donc consommation, eau, énergie, mais également tout ce qui relève du bilan des émissions de gaz à effet de serre, puisque de nombreuses associations y sont soumises. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que cette base de données économique et sociale, sur son volet environnemental, ça tarde encore à se mettre en place. Et c'est vrai que côté représentant du personnel, c'est complexe de pouvoir se saisir de cette thématique environnementale lorsqu'on n'a pas suffisamment d'informations sur le sujet. Et donc, ce qui peut poser aussi des questions en termes de dialogue social peut-être insuffisant, avec des risques que la transition écologique soit perçue comme une contrainte supplémentaire si elle n'est pas assez accompagnée, ou la question de la maladaptation si les situations de travail n'ont pas été suffisamment regardées en amont. Alors, je terminerai mon intervention sur quels leviers pratiques peut-on activer aujourd'hui? Donc, on a l'accord national interprofessionnel sur la transition écologique et le dialogue social qui intéresse pleinement cette table ronde et qui est conçu comme un guide pour les acteurs du dialogue social. Donc, on a un rappel de tous les points juridiques et on a également un certain nombre de repères pratiques qui doivent être vus comme des recommandations ou des options pour mettre en route ce dialogue social. Donc là, j'ai fait le choix d'en prendre que 3, mais bien évidemment, l'accord est bien plus poussé sur ce sujet-là. Le premier point, inscrire un point régulier sur la politique environnementale dans l'ordre du jour du CSE.
C'est aussi ce que l'on peut conseiller, nous, auprès des représentants du personnel que l'on accompagne, parce que la thématique est complexe, la thématique environnementale est complexe. Je pense que les échanges de toute la journée le démontrent, avec des élus qui peuvent se demander par quel bout commencer. Et le premier point pour commencer sur le sujet, c'est déjà de dialoguer et via cet ordre du jour. Deuxième point qui est proposé, c'est de mettre en place au sein du CSE une commission supplémentaire qui va être dédiée à ces questions et qui va aussi, ça c'est un point d'importance dans l'accord, qui doter de son propre budget. Donc avoir des heures de délégation aussi supplémentaires dédiées pour permettre à certains élus représentants du personnel de se saisir plus pleinement de cette question. Et ensuite, la question de négocier un agenda social et un accord hiérarchisant les chantiers de mise en œuvre. J'ai fait un point de rappel sur la feuille de transition écologique. Typiquement, ça peut être des points qui peuvent être discutés en termes de chantier de mise en œuvre. Et en termes d'actualité, on a un accord de branche qui vient de décliner justement cet accord dans le secteur du médicament, où les 2 chantiers prioritaires qui ont été retenus, c'est la mise en place d'un bilan carbone obligatoire, en tout cas pour ce secteur qui a beaucoup de PME, et puis de mettre en place pour les entreprises de plus de 300 salariés une commission supplémentaire sur les questions environnementales. Donc, un exemple concret où les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur les priorités de chantier. Et puis a été rappelée l'étude que l'on vient de publier, une étude conjointe CFDT-Syndex, qui est le fruit de plus d'1 an de travail sur les pratiques pour le dialogue social en entreprise, sur la transition écologique. Donc on a 15 recommandations. Donc j'ai fait le choix d'en inscrire 2, celui de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc c'est très concordant aussi avec l'ANI, qui fait un focus assez poussé sur cette question-là, notamment en termes de méthode. Et ce qu'on pointe aussi dans notre étude, c'est que dans les faits, on a très peu d'entreprises qui pratiquent la négociation permettant d'aboutir à un accord de ce type. Et je terminerai mon propos peut-être sur la formation, non pas ce qui est indiqué dans le diaporama, pour faire le lien avec la précédente table ronde sur la formation des directeurs. La formation aussi des représentants du personnel, c'est un des leviers nettement à activer sur ce sujet-là. Et pour terminer en message de conclusion, véritablement ce que je souhaiterais faire passer, c'est que le dialogue social, c'est un outil pour accompagner la transition écologique. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Robillon. Donc effectivement, vous avez évoqué la question de l'intégration des enjeux de développement durable dans le cadre des négociations collectives. Nous avons Monsieur Valeur et Madame Jarry. Vous êtes plutôt des gestionnaires, j'ai envie de dire, en établissement, alors respectivement public et privé. Comment justement intégrer ces enjeux de développement durable dans le cadre de la négociation, alors plutôt en interne, et de la co-construction? Quels sont les leviers à actionner sur ce principe-là? Donc, je vais commencer. Merci. Donc pour préparer un peu l'intervention, je me suis efforcé d'aller interroger un maximum de collègues du privé, que ce soit des directions opérationnelles ou des pilotes d'organisation. Et donc c'est assez raccord avec ce que vous dites, Sabine, c'est rassurant. Concrètement, force est de constater que même si la question de l'enjeu environnemental et de la crise climatique nous engage maintenant tous, de façon individuelle, globalement. En tout cas, j'ai pas rencontré de climato-sceptiques. Ils se sont peut-être cachés, mais je les ai pas rencontrés. Bon, ça trouve peu d'écho quand il s'agit d'entrevoir très pragmatiquement quand même sa résolution dans nos exercices de direction. Alors, c'est confronté quand même aussi à une réalité qui est assez humaine. Notre secteur va quand même très mal. Nos directions sont sur le feu et du coup gèrent de la pénurie, de la crise. Et il est vrai que gérer aussi cet enjeu se rajoute par rapport à ça et se confronte quand même
à une souffrance du secteur. Donc il y a ça qui est ramené en premier lieu, déjà. Bon, malgré tout, dans cet échantillon, ce qui est intéressant, et ce que je partage, moi, pleinement, c'est qu'on constate quand même plusieurs éléments qui nous permettent d'agir. Ce qu'on constate, c'est qu'on a pu voir émerger ces dernières années très massivement la modification de l'expression revendicative des collaborateurs, particulièrement sur cette question-là. C'est-à-dire que, bon, à juste titre, hein, on a une revendication et une appétence à avoir des conditions de travail optimales, mais également beaucoup d'appartenir à une organisation engagée, et une organisation engagée sur cette thématique-là. Ça émerge, et du coup, ça nous interroge, nous, sur notre capacité à pouvoir mettre dans le juste espace l'écoute de cette revendication et de la légitimer, et de pouvoir en donner un cadre dans la discussion. Alors, moi, je parlerai plutôt du coup de développement durable, parce que ça regroupe évidemment les enjeux d'environnement, mais également les thématiques comme la lutte contre les inégalités, la lutte contre la corruption, et en définitive tout ce qui va impliquer une considération concernant toutes les générations futures et la société et la planète qu'on va leur laisser. Donc, concrètement, de notre côté, on va dire, les gestionnaires, comme vous dites, je déteste ce mot-là, mais les gestionnaires, donc on réinterroge par rapport aux attitudes managériales, très concrètement. On introduit ça dans les critères décisionnels, mais aussi dans le périmètre du dialogue social. Alors peu, effectivement, très peu. Vous parliez de 83%. Bon, je n'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, en termes de proportion, ça doit être quand même quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des choses qui émergent de façon très terrain-terrain. Alors je vais vous raconter quelque chose de très rapide, moi que j'ai vécu moi-même. Dans un de mes établissements, on a une clim qui tombe en panne. Voilà, donc le directeur m'appelle parce que dans son budget c'est un peu ric-rac, il va falloir trouver des péréquations budgétaires, modifier le PPI, bon, toutes ces réjouissances pour réparer cette clim et la remettre en marche. Donc moi, de façon un peu pavlovien, je dis mais pourquoi la clim ? Ça pollue, c'est merdique, que va devenir la planète ? Bon. Donc ce directeur me ramène aussi la considération que c'est les conditions de travail, qu'il avait déjà eu une panne il y a 2-3 ans, que ça a été la révolution dans l'établissement, parce qu'il n'avait pas pu la réparer, et que tout le monde avait souffert du pic de chaleur, ce qui est réel. Sauf que c'est un établissement où ce sont des enfants qui somatiquement sont en bonne santé, l'établissement est fermé en juillet, en août, on a quand même des plages de pic de chaleur qui sont un peu moindres, la question tout de même se pose. Et donc du coup, comment interroger cette affaire-là, comment ne pas faire du descendant aussi, et comment ne pas se retrouver dans une position assez stérile, qui consiste à dire on supprime ça, il faut sauver la planète, être un peu moralisateur et compagnie, etc. Donc on a introduit du coup cette thématique en l'anticipant, on avait 2 mois pour la régler, dans la négociation. Et dans la négociation, ce qui était proposé, c'est à coût ISO constant, parce que la motivation n'était pas de faire des économies. La motivation était du coup de pouvoir se fixer un objectif partagé, qui a été fixé et qui a été partagé, qui consistait à remplacer cette fameuse clim à coût ISO constant, à des réaménagements considérant les conditions de travail, les conditions d'accueil, et de pouvoir trouver du coup des solutions. C'était vachement intéressant, on y est arrivé. Donc dans le détail, du coup, on a pris l'argent pour mettre des filtres à UV qui ont modéré la montée en température. On a mis des brumisateurs pour les gamins, évidemment, mais aussi accessibles aux salariés. On a modifié les espaces de travail, surtout avec un protocole en cas de pic de chaleur pour modifier les espaces de travail en prenant des températures et tout ça. Bon. Et du coup, il n'y a plus de clim. Voilà. Et ça se passe bien. Voilà. Donc, bon, je sais pas, c'est un petit exemple, mais c'est assez intéressant. J'aurais pu vous parler aussi d'un autre exemple, mais on est en train de le mettre en place et c'est en cours. On a créé aussi une recyclerie interne du matériel du parc informatique et téléphonique, avec une revendication des salariés tout à fait entendable aussi, qui était un meilleur équipement, notamment pour dissocier vie privée, vie professionnelle. Dans notre secteur, on est un peu ric-rac
sur les budgets matériels, et notamment avec une flotte de téléphones mobiles et informatiques qui laisse à désirer ou qui n'existe pas parfois. Et donc, on a mis en place une recyclerie interne avec une extension de temps de travail d'un technicien informatique. On va tester le modèle et on va voir aussi si financièrement on arrive de passer à de l'achat de ressources non durables à un remplacement par de la ressource humaine et du durable. Voilà pour ces petits exemples. J'avais dit 10 minutes, c'est bon. Rapide. Donc bon, on est encore une minorité à croire que la négociation c'est un vrai levier. Moi, pour terminer avec ça, j'ai une vision encore très caricaturale qui consisterait à se dire que d'un côté, on a les décideurs comme nous qui, par opportunité de communication, de financement ou par conviction, ceci dit, veulent engager une démarche de transformation. Et bon, le danger, c'est de faire du greenwashing, de ne pas aller dans le même sens. Bon. Et puis, d'un autre côté, une demande forte des collaborateurs et une incapacité pour nous de répondre à ça, et donc avec une asthénie sur ça. Donc, pour moi, le point qui le permet vraiment qu'on identifie, c'est la négociation qui permet de rassembler tous ces acteurs aux intérêts divergents vers quelque chose qui converge, je pense, qui est de plus en plus partagé, qui est de faire face à la crise climatique et à la crise environnementale. Voilà. Je te passe la parole. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, c'était pas si évident que ça pour moi d'intervenir sur la responsabilité sociale et environnementale et la façon dont on le traitait dans le dialogue social. Responsabilité sociale, on voit bien, c'est au cœur du sujet de la DRH. Sur la responsabilité environnementale, c'était un petit peu moins clair. Donc, j'ai voulu me rappeler les quelques fois où j'en avais entendu parler dans ma vie de DRH. Et la fois la plus récente, c'était samedi dernier. J'ai reçu un appel, j'étais directrice de garde, à 18h, un appel d'un médecin qui me dit depuis ce matin, il y a la lumière qui est allumée dans une salle de crise institutionnelle. On a cherché autour de nous la clé pour ouvrir, on ne l'a pas. Ça brûle depuis des heures. Il faut que vous fassiez quelque chose. Et effectivement, moi, c'est cette phrase qui m'a frappée, qui fait que derrière, j'ai appelé la sécurité incendie pour qu'à l'occasion d'une de leurs rondes, ils aillent éteindre la lumière dans cette salle de crise institutionnelle. C'est ça brûle. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai pas réussi. Je vous appelle parce que je vais pas le supporter encore très longtemps, qu'on fasse brûler de l'énergie totalement inutilement dans la salle juste à côté de moi où il y a personne. L'autre fois, ce que ça m'a rappelé, c'était quand j'ai été à l'espace régional de santé des formations initiales qui est rattaché au CHU de Rouen et où les formateurs me présentent leurs axes stratégiques. Et parmi leurs axes stratégiques, ils me parlent du tri des déchets et notamment de la filière de recyclage du papier. On a tous eu ce problème un jour de constater qu'on avait 2 poubelles dans nos bureaux et qu'à la fin, il n'y avait qu'un seul conteneur qui le recevait. Eh bien, ils m'ont dit... Vous savez, les élèves, ils sont attentifs. Or, il se trouve que comme DRH, 60% de mes recrutements, ce sont les élèves de cette école de formation en profession de santé. Donc, autant dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, derrière ça, on a un enjeu d'attractivité, un enjeu de crédibilité, dans un univers où il est parfois compliqué, l'univers hospitalier, d'agir sur ces thématiques-là. Et ça m'amène à mon 3e exemple, qui est celui du CSE du mois de novembre. Le CHU de Rouen, c'est un établissement qui s'est engagé pour des raisons assez évidentes qui sont liées à son environnement et s'est engagé assez rapidement dans une politique de prise en compte de son impact environnemental et notamment, on en est à notre 4e bilan carbone dans cet établissement et on vient régulièrement le présenter aux représentants du personnel. Et c'est à cette occasion-là, grâce aux représentants du personnel, que j'ai découvert que les agents, dans les services de soins, ils en avaient assez de jeter le verre médical parce qu'en fait, il n'y a pas de filière de recyclage du verre qui existe au niveau sanitaire, il ne s'est pas encore structuré, et que justement, c'est quelque chose qui, au quotidien, leur pèse. Alors, derrière tout ça, ce que moi je détecte assez facilement, je trouve, c'est la capacité de mobilisation extrêmement puissante de cette responsabilité sociale et environnementale de nos établissements. Et derrière aussi le risque de ne pas être à la hauteur des attentes des personnes avec qui nous travaillons au quotidien, qu'elles soient personnel médical ou personnel non médical.
Alors, quelles sont les conditions de mobilisation ? J'ai voulu en tracer quelques lignes. La première, c'est que je crois qu'il faut d'abord accepter et respecter la complexité de ce phénomène qui est multifactoriel. Je vais vous prendre un exemple qui est qu'à la DRH, on souhaite développer le coffre-fort numérique. Et qu'un des arguments qu'on aurait été tenté de mettre en avant, c'était que c'était bon pour l'environnement parce que c'était moins de papier. Moi, j'en suis pas si sûre, et donc j'ai préféré qu'on aille plutôt sur le fait que c'était une politique de modernisation de l'ADRH, d'amélioration de la qualité du service rendu. Parce que je crois qu'en termes environnementaux, c'est peut-être un petit peu simple de se dire qu'éliminer du papier, mais mobiliser des serveurs numériques ad vitam aeternam pour les agents qui ont bénéficié de ces coffres-forts numériques, c'est immédiatement pour l'établissement peut-être un gain environnemental, on a moins de papier, mais à l'échelle du monde, il faut réfléchir au global, c'est pas si évident que ça. Surtout qu'on ne peut pas s'engager, puisque derrière il y a des comportements individuels, à ce que plus personne n'imprime sa fiche de paye sur les moyens de l'hôpital ou par des moyens personnels. Donc je n'étais même pas sûre en fait, de ce gain. Ça, c'est ma première alerte. Il ne faut pas sortir la carte joker, responsabilité sociale et environnementale sur tous les sujets. Ma deuxième alerte, c'était qu'il faut prendre le temps de l'information et le temps de l'échange. J'ai eu la chance de bénéficier au sein de mon établissement, il y a une dizaine de jours, d'une formation Fresque du climat qui associait à la fois les représentants de la CME et des membres du CODIR. Alors, il y a plusieurs constats. D'abord, c'est que les personnes qui étaient conviées sont venues. Ce qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui. On a tous des emplois du temps qui sont extrêmement bousculés. Mais sur ce sujet-là, les gens ont fait le choix de consacrer 3 heures de leur emploi du temps pour venir partager sur cette formation. Le deuxième constat, c'est que les échanges ont été riches. On s'est tous sentis individuellement et humainement concernés par ce qui se passait en face de nous et parce qu'on cherchait à nous apprendre. La troisième, je ne sais pas pour ceux qui ont fait la formation Fresque du climat, ils le savent, mais pour les autres, la fin de la formation Fresque du climat, du moins celle que j'ai vécue, c'est de pouvoir faire des propositions. Et donc, on était dans 4 groupes, tous mélangés. On avait mélangé des médecins et des directeurs. Et en fait, on a eu des propositions plutôt convergentes et surtout qui avaient différents niveaux et qui rejoignaient tout à fait ce que j'avais pu vivre au mois de novembre dernier au CSE quand on avait discuté pendant 1 heure avec les représentants du personnel de la façon dont on pouvait améliorer notre bilan carbone au sein de l'établissement. C'est-à-dire des propositions concrètes, comme par exemple, il faudrait qu'on déploie des repas végétariens au self. Et des propositions beaucoup plus stratégiques qui nous emmènent beaucoup plus loin, qui est de dire il faut qu'on prenne l'impact environnemental, il faut qu'on le prenne en compte dans nos processus décisionnels. Alors à partir de là, je pourrais peut-être décrire différents types d'actions sur lesquelles on peut agir dans le cadre du dialogue social. La première, c'est les actions qui sont évidentes, qui sont au cœur du dialogue social et sur lesquelles on a déjà coutume d'agir, et qui porte sur les conditions de recrutement, les conditions de travail, évidemment, la construction des parcours professionnels, comme par exemple comment faisons-nous pour que des personnes qui ont des incidents de santé puissent rester en emploi ou puissent retrouver un emploi. Et le télétravail, pas seulement en déployant le télétravail, mais en se posant aussi la question de quand je mets en place le télétravail, si je commence à expliquer à mon directeur des systèmes de l'information qu'en fait il va falloir qu'il double par 2 son parc informatique, je passe à côté à la fois de l'objectif de l'efficacité de ma politique de télétravail parce qu'il y a fort peu de chances qu'à la fois le DAF, le directeur des achats et le directeur des systèmes d'information approuvent cette méthodologie, mais en plus je passe à côté de l'impact environnemental de ma décision qui était d'améliorer les conditions de travail des personnels, d'améliorer aussi le coût environnemental des déplacements en favorisant le télétravail. Il y a celles qui s'ouvrent à nous, ou qui nous oblige à réfléchir différemment. Je pense par exemple à nos plans de mobilité, avec d'un côté les abris vélos qu'il faut évidemment déployer parce que ça permet à nos personnels de déployer, de venir dans l'établissement avec des modalités de transport qui sont douces, mais qui ne doivent pas nous empêcher de continuer à réfléchir aussi à l'ensemble de nos personnels qui ne bénéficient pas de transport en commun, qui ne peuvent pas venir à vélo au travail parce qu'elles habitent dans des endroits qui sont trop éloignés pour pouvoir venir à vélo.
Un exemple assez concret, au sein du CHU de Rouen, il y a 2 ans, on a discuté avec les représentants du personnel pour venir moduler nos tarifs de parking, pour prendre à la fois en compte le niveau de rémunération de nos personnels et pour prendre aussi en compte dans la tarification de cet abonnement au parking de l'établissement, la distance entre le lieu de travail et le domicile, de manière à être le plus juste possible dans notre façon d'aborder ce sujet-là. Enfin, il y a des sujets qui nous mobilisent collectivement très fortement, mais sur lesquels il est très compliqué d'agir, à travers le dialogue social de manière concrète, nos politiques d'achat, par exemple. On peut rendre compte aux représentants du personnel de la façon dont on mobilise le poids en termes de carboné de nos achats. En revanche, on ne peut pas les impliquer au quotidien dans ces arbitrages que nous faisons. De même, dans les process de soins, quand on les fait évoluer, notamment le choix entre un matériel réutilisable, un matériel recyclable ou un matériel à usage unique, quand on a à la fois l'équipe médicale, l'équipe d'hygiène hospitalière et la direction des soins qui ont validé un process, ce n'est pas le moment où on peut le remettre dans le champ du dialogue social. En revanche, sur ces sujets qui sont très transversaux, je crois, et c'était aussi ce que disaient nos différents intervenants à cette table ronde, qu'il faut se donner les moyens de l'évaluation globale. Alors, bon, dans notre établissement, on a fait choix de cet outil du bilan carbone, qui nous permettent en fait de rendre compte de nos objectifs d'amélioration tendancielle sur notre impact environnemental. Un exemple très concret, le CHU a fait le choix, il y a quelques mois, de mettre en place une centralisation de sa plateforme logistique. Les résultats que nous avons en termes de bilan environnemental nous amènent à avoir considérablement diminué le nombre de camions qui entrent tous les jours au centre-ville de Rouen pour venir livrer le CHU de Rouen. Eh bien, ça, c'est un impact qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mesurer avant, mais qu'il faut absolument désormais prendre en compte dans notre spectre d'analyse et qui peut parler à l'ensemble de la communauté hospitalière. Enfin, et ça sera mon dernier point, et sur la base de cet état des lieux qui est partagé, nous disposerons tous, chacun notre place, alors, direction dans nos rôles de directeur et représentants du personnel au sein d'un établissement qui est pour la Normandie le plus gros établissement hospitalier et le plus gros employeur public, de levier d'influence. Et derrière mon histoire de mobilité, il y a évidemment d'autres acteurs sur lesquels nous pouvons, chacun avec notre rôle, déployer nos leviers d'influence pour venir favoriser des transports en commun qui arrivent à la porte de l'hôpital, sur des horaires qui sont compatibles avec nos exigences en termes d'ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et aussi des plans de déploiement de logements sociaux qui permettent à nos personnels d'améliorer à la fois leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et leur impact environnemental.